Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Bel et Bien. Et ce matin, c'est votre anniversaire avant l'heure, Agathe. Et j'ai un cadeau pour vous. Ah, mais c'est Joli trop cadeau. gentil, Voilà. merci. Bravo, De la part de c'est, toute l'équipe. Oh, Ça va vous plaire, je pense. Bah ouais. une Bah oui. conserve de haricots blancs. Parce Mais que pourquoi non, mais parce que c'est parfait pour lutter contre les bouffées de chaleur à la ménopause grâce aux phytoestrogènes qu'ils contiennent. Oui, Agathe, oui, l'alimentation soigne. Et c'est Hippocrate, le père de la médecine, qui disait que ton alimentation soit ta première médecine. Et les chiffres lui donnent toujours raison. 80% des maladies chroniques pourraient être prévenues en remettant du bon sens dans l'assiette. Hélas, à cause de nos mauvaises habitudes alimentaires, notre santé est en danger. On a donc décidé de vous livrer nos recettes pour aller mieux. Je suis vraiment touchée, hein. J'ai les larmes aux yeux. Vous avez jamais offert Des ça, haricots blancs, non, ça c'est sûr. Au menu du jour, est-ce que vous savez que 2 aliments sains mal combinés, ça peut perturber votre microbiote intestinal? On vous dit tout sur les pouvoirs méconnus des combinaisons alimentaires avec la biochimiste Kaina Ossédic. On part à la cueillette aux champignons avec le mycologue Guillaume Lopez qui nous révèle les bienfaits santé de l'éricium, du shiitake ou du reishi. Des alicaments qui peuvent vous changer la vie. Manger végétal et gourmand, est-ce que c'est possible? La preuve avec Claire Vallée, la chef du premier restaurant vegan étoilé. Et pour nous prouver que la nourriture végétarienne, c'est gourmand et sexy, elle ne recule devant rien avec des dîners veggie à thème très chaud, pardon. C'était sur l'Empire romain et les 7 péchés capitaux. Il y avait un godemiché en bois qui avait été fait par un artiste dans les Vosges. Il y avait des tuiles à déguster, des pots, il fallait tremper les mains, où c'était un peu chaud, un peu humide, enfin on voyait pas tout. On devait tout manger avec les mains. Il y avait des assiettes avec des tétons dedans. La gourmandise à la fin, où il y avait une vingtaine de desserts. Et si vous arriviez au bout, vous en aviez encore. Donc on était presque à l'écœurement. Et pour vous apprendre à mieux manger, l'équipe de Bel et Bien, nos chroniqueuses et chroniqueurs, Elsa Wolinski, Marie-Trey Stéphanie et Stan Gusman, mais également notre experte, la neuropsychologue et directrice de recherche au CNRS, Sylvie Choqueron. Bonjour à toutes et à tous. Elle s'en remet pas, Agathe, de votre cadeau. Bah ouais, c'est de la part de toute l'équipe. Vous êtes cotisés? Vous avez fait un groupe et tout sur WhatsApp et chacun a mis un bout de cagnotte. Il y a une cagnotte. Il y a une cagnotte. Jamais je m'en séparerais, franchement, merci beaucoup. Il est temps de dresser le constat. Notre alimentation, qui devrait être notre premier levier de guérison, on vous le dit, en fait, elle est devenue le facteur principal de nos maladies contemporaines. Alors, qu'est-ce qu'on fait de travers? Stan Gusman a mené l'enquête pour nous, bien sûr. Tout, Agathe. Passion. Pardon, qu'on se le dise, la nature est bien faite, vraiment. Au jardin d'Éden, elle a mis des saisons, des couleurs, des goûts et des rythmes dans notre assiette. Et nous, on a fait quoi? On a mis des codes barres. Au commencement, notre corps est une machine programmée pour manger des fruits, des légumes de saison et couvrir ainsi tous nos besoins biologiques. Des choux, des oranges ou des courges en hiver pour nous protéger contre le froid. Des tomates, des courgettes et des pastèques en été pour mieux nous hydrater. Ces bons nutriments sécrètent d'ailleurs le tryptophane, vous savez, le précurseur de la sérotonine, l'hormone du bonheur. Bref, manger ce que la nature nous offre, c'est déjà une ordonnance bien-être. La preuve dans les zones bleues, ces endroits du monde où l'on vit après 100 ans et en bonne santé. On a conservé cette alimentation brute, riche en fibres, faible en matières grasses et qui suit le rythme des saisons. Hélas, chez nous, en quelques décennies, les supermarchés ont remplacé les potagers et les emplois du temps surchargés ont remplacé le fait maison et les recettes de grand-maman. On ne cuisine plus, on assemble. On ne nourrit plus le corps, on le remplit. C'est la complainte du progrès. On mange vite, pratique, emballé et surtout transformé. Oui, additifs, émulsifiants, sucre raffiné, graisse modifiée, ces produits que l'on reconnaît à leurs étiquettes sur lesquelles figurent plus de 6 ingrédients, c'est souvent un signe, perturbent notre microbiote intestinal, dérèglent notre glycémie et déclenchent une réponse inflammatoire à l'origine de tous nos maux contemporains. Ajoutez à cela la sédentarité et résultat, cette alimentation qui à l'origine est là pour nous renforcer, nous empoisonne à petit feu. La bonne nouvelle, pour se soigner, il n'y a rien à inventer, juste revenir à du bon sens. Une assiette simple, vivante, colorée, chatoyante. Il en va de notre santé en même temps. Sylvie, vous êtes fière de vous avec votre accent ou pas? Sylvie, est-ce que vous êtes d'accord avec Stan? L'aliment ultra
transformés, ça nous cause des... Oui, moi non plus, je ne suis pas parfaite. Ça cause des torts, cette alimentation ultra transformée. Mais vous alertez aussi, vous, sur un autre fléau, c'est la perte de contrôle de nos comportements alimentaires. Exactement. Ça me perturbe. Alors, évidemment, je suis d'accord avec tout ce qu'a dit Stan, comme toujours. Merci Sylvie. Incroyable. On a un vrai souci aujourd'hui, c'est qu'on a pris l'habitude d'être des machines qui répondent à des stimulations. Et donc, au lieu de contrôler vraiment le moment où on mange, ce qu'on va manger, combien on va manger, ce qu'on va manger, finalement, on consomme, comme l'a dit Stan, sans avoir vraiment connaissance de nos besoins. Est-ce qu'on a vraiment faim? De quoi on a besoin aujourd'hui en fonction des activités qu'on va avoir? Donc, cette perte de contrôle, elle est extrêmement grave. Et donc, on va finalement, au mieux, acheter des aliments qui sont transformés, voire ultra transformés. Donc, ces aliments qui n'ont plus grand-chose à voir avec les ingrédients naturels de départ. Ou bien, machine, stimulus-réponse, on va se dire que, ah tiens, il est l'heure de commander. Et donc, on va commander un repas qui va nous arriver, en général, relativement rapidement, qu'on va manger, même si on n'a pas vraiment faim. Et le plus souvent, on ne mangera pas en pleine conscience parce qu'on sera devant nos... Les écrans. Les écrans. Voilà. Donc on gobera et en plus on mangera pas. Exactement, on gobera. Et qu'est-ce qu'on mange devant les écrans? On mange ce qu'on appelle de la finger food, c'est-à-dire en général Des de trucs la qu'on peut nourriture prendre avec les mains, Exactement. Des nuggets. Exactement, donc des choses qui ne sont pas forcément saines, parce que c'est rare qu'on se soit coupé des petits bâtonnets de carottes ou de concombres. Et donc tout ça étant associé, on va finir par effectivement très mal se nourrir. Allez, il est désormais temps de célébrer cette alimentation qui guérit avec notre journaliste Sarah Kadour. Bonjour. 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 Bonjour Sarah. Oui. Oh, vous êtes magnifique, dis donc. Merci, vous aussi. Voilà, on peut commencer. Après tous ces compliments, c'est bon, on y va. Alors, Ali C'est le Agathe. tapis de votre grand-mère ou... Oh là là, la blague, je l'attendais. Pas mal. Merci Ali. Vous l'avez dit, Ali Agathe, à force de manger des aliments ultra transformés, on dérègle notre corps, mais pas que. On dérègle aussi notre goût. Avant, notre palais savait faire la différence entre le vrai et le faux. Aujourd'hui, on n'a plus de goût. Et c'est pas qu'une impression. Il y a des études en neurosciences qui ont montré que les aliments ultra transformés, c'est-à-dire trop sucrés, trop gras, trop salés, reprogramment notre palais. Comme on se gave de saveurs artificielles, notre cerveau il s'habitue, les récepteurs du goût se désensibilisent et les aliments naturels nous paraissent plus fades. Et pour vous en faire la démonstration, je vais tenter une expérience avec Monsieur Bien-être. Ah oui. Je parle d'Ali Rebéi, Vengeance. Parce que si on l'écoute dans la presse, Ali, il n'a jamais passé la porte d'un fast-food, il va faire son marché chaque matin pour cuisiner des plats faits maison dans son manoir de Fontainebleau. Eh bien, c'est ce qu'on va voir. Vengeance. Son château, vous voulez Son dire château, même. Son château. Je vais vous bander les yeux, mon petit Ali. J'ai choisi une super couleur en plus pour vous. J'aimerais qu'on m'amène 2 crèmes glacées, s'il vous plaît. Attendez, je vais enlever les Allez-y. lunettes. Enfin, 2 crèmes glacées, non, 2 mousses au chocolat. Hop, Mais mettez-lui bien. c'est bien comme ça. Alors, Voilà. qu'est-ce que c'est que ces mousses au chocolat, Sarah? Alors, Ali, devant vous, 2 mousses au chocolat. L'une est faite maison Allez-y, et l'autre est guidez-moi. industrielle. Et pour vous aider, je vais vous donner la béquille. Alors, première mousse. Petite béquille. Hein. Une petite, vous inquiétez pas. Bah oui, il est au régime, le petit. Hop, allez, on ouvre la bouche, on fait l'avion, vous... Elle lui en a mis partout, mais c'est pas vrai. Donc ça, c'est la première, Ali. Hein. Une serviette. Attendez, Elle a rien tenez. prévu. Tenez, et voilà. Oh, c'est Oh bien. là là, une mère avec son enfant. Une mère avec son enfant. Allez, on y va pour la deuxième? Ouais. Ok, c'est parti. Il réfléchit, hein. Ouvre la Ouais, bouche. il ne veut pas perdre. C'est bon? Vous pouvez ouvrir la bouche. Voilà. Je vous laisse réfléchir et me dire Attention, quel est hein, l'industriel Alice, et quelle est la fait maison. Vous êtes le pape du bien-être en France. J'ai Une l'impression erreur que la et votre deuxième réputation. est faite maison. La deuxième est faite maison. Raté, c'était l'industriel. Ouh, Aïe, eh ben aïe, aïe, voilà. aïe, Eh bien, aïe. Ali, il est temps de prendre votre retraite. Oh la honte. Ah ouais, bah Votre ouais. réputation foutue en l'air. Elle est plus. Ouais. Il y a tous les additifs qui font qu'on a envie d'y vous me revenir. décevez. Voilà, les masques tombent. On est bien content de voir votre vrai visage ce matin. Voilà. Allons voir maintenant C'est si vrai les Français ont réussi à conserver le goût du vrai. On a dit la même chose qu'Ali. Regardez. Vous l'avez piégé. Hein. Vous buvez combien d'eau par jour, vous? Je bois entre 1 litre et 1 litre et demi, pas plus. En tout cas, vous n'avez pas passé le quota, donc on va boire un petit peu d'eau. C'est pour votre santé. On y va. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, c'était ta bouteille, Cyril? Ah non, non, c'était sa bouteille, il a vomi, là, la gastro, c'était sa bouteille. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Et ouais, c'est pour ça qu'elle est un peu jaune.
Non, mais par contre, je peux pas continuer parce que si lui, il a la gastro, toi, t'as la gastro, t'as bu derrière lui. Moi, ça va. Et moi, si on fait l'interview, ouais, mais moi, faut que je tienne. Moi, je suis pas solide. Bah, désolé, Nara. Désolé. Non, je te fais pas la bise parce que je veux pas et bah, à bientôt. Non, ouais, non. Bah, pars vers là, je veux pas que tu. Les microbes, là. C'était pas vrai, il a pas la gastro et c'est bien une bouteille d'eau citronnée. C'est pas son vomi. Est-ce qu'il y a des aliments qui vous font du bien particulièrement? Je mange beaucoup de fruits secs, les amandes, les cacahuètes. Je sais que dès que je mange du poisson, des noix, des aliments en bon gras, oméga 3, je sais que tout de suite déjà je me sens mieux. D'accord. Et souvent même je sens que j'ai moins d'inflammation dans le corps. J'avais même le cuir chevelu un peu qui se desquamait. Et je sais que dès que je prends des oméga 3, tout de suite ça va mieux. C'est quoi les aliments qui vous font sentir lourde, fatiguée, qui vous donnent mal au ventre? Les pâtes. Le kebab. Le sucre, déjà, je suis bouchie du visage et puis je me sens fatiguée. Et tout ce qui est trop gras, je le sens tout de suite sur ma digestion. Qu'est-ce que vous faites pour vous sentir mieux quand vous avez fait un petit peu d'excès? Souvent, le lendemain, je prends beaucoup de thé vert avec de curcuma, des gingembre, des citrons. J'adore la chlorophylle liquide et ça fait un peu comme une petite potion magique. Et ça nettoie en fait les intestins. C'est quoi le petit plaisir coupable que vous mettez dans votre assiette alors que vous savez que c'est mauvais, mais allez. C'est de la mousse de canard avec des gros cornichons aigre doux. Moi, j'adore le fromage. Dès que j'en mange trop, voilà, là, je suis pas hyper fière de moi. La mayo, Ouais. je pense. Hein. C'est pas forcément bon, mais bon, c'est le plaisir. Mais Quoi, c'est tu ça, vois, ça c'est fait ça. plaisir avant tout. plaisir. Voilà. Est-ce que vous pensez qu'une mauvaise alimentation, ça peut avoir des conséquences sur votre mental? Absolument, il faut manger léger pour se sentir léger dans la tête. Oui. Est-ce que vous pensez être exposé aux métaux lourds à cause de votre alimentation? Ah ouais, Ah ouais? ouais. Pour détecter la présence de métaux lourds dans votre organisme, rien de plus simple, analysez les urines de quelqu'un pour voir si les reins sont exposés ou pas. Je pense que c'est le premier là-haut. Eh ben, le premier, c'est transparente, incolore. Vous êtes peut-être surhydraté. Ah bon? Je bois trop? Oui. Ben justement, puisque c'est très important pour nous dans l'émission et dans Bel et Bien, notre stagiaire va aller faire pipi dans la fiole dis donc, et on va Sophia. analyser Des trucs. ses urines. Oui. Mais merci d'avoir fait ça en tout cas. Hein. Mais c'est pas. Je pense que t'es malade ou il y a un truc. Hein. Oh non, mais je sens pas. Moi, ça me dégoûte. Si on l'a vu, vous, c'était surhydratation. Oui. Et là, on va. Oh, pardon. Oh, oh non, pardon. Ramenez-moi de l'eau. Je m'en veux comme jamais. Oh, c'est du pipi. Ah, mon Dieu. C'est pas grave. Oh là là, Ça- Non. Martine. C'était du jus mélangé avec de l'eau, c'est pas vrai, c'est une blague. En tout cas, Martine, on s'est bien marré et vos urines, à part une surhydratation, tout va bien. On s'est bien marré. Je me suis bien marrée. Martine, moyen. Bon, en tout cas, moi, j'ai réussi à récupérer les analyses d'urine Ah oui. d'un des membres de l'équipe. Et j'ai une mauvaise nouvelle pour l'un d'entre vous. Ah, mais c'est pas moi. Et j'espère. c'est Agathe, c'est pas joli. Ah oui, c'est Voilà, trouble. franchement, quand j'ai vu la couleur, j'ai cru une erreur. Voilà, j'ai donc appelé le labo et ils sont formels. C'est bien vous, cette couleur jaune foncé. C'est le reblochon, mon Mais chat. c'est ça, c'est un hiver entier à manger des raclettes, du fromage fondu, à faire couler du vin rouge dessus. Vous connaissez votre penchant pour la bouteille. Agathe, il faut reprendre le contrôle sur votre vie et votre alimentation. Je compte sur vous. Bon, oui, mais écoutez, je le ferai, Sarah, je le promets. Ali, j'attends encore vos analyses de sel. Ah bah, Elles super. arrivent, on va croiser les doigts. Et bon appétit si vous Vous n'aimez pas la même couleur. Déjeuner tardif. hein, Vous se régalez. Voilà. Merci, Sarah. Merci Sarah. Bon petit déjeuner, en effet. Bisous. Alors, on parle souvent de ce qu'il faut manger pour être en bonne santé, mais beaucoup moins de comment associer les aliments entre eux. Et pourtant, deux aliments très sains, hein, vraiment hyper bons pour la santé, mais qui seraient mal combinés, ça peut perturber la digestion, ça peut provoquer des ballonnements, de la fatigue, une inflammation et donc annuler leurs bénéfices. On vous dit tout grâce à Kaina Oussedik. Bonjour, merci d'être avec nous. Docteur, vous êtes spécialiste en biochimie alimentaire et l'autrice du livre « Le pouvoir extraordinaire des combinaisons alimentaires ». Et dans cet ouvrage, vous expliquez, c'est pas seulement ce qu'on mange en fait qui compte, c'est comment on combine les aliments dans une même assiette. Vous pouvez nous en dire plus ?
Effectivement, c'est comment on les combine. On peut acheter les meilleurs aliments, des bons légumes, des bons fruits, des bonnes protéines de qualité. Mais attention, tous ces aliments ont une structure chimique différente. Lorsqu'on mélange ces structures chimiques, c'est comme lorsqu'on mélange des couleurs. Alors, je dis souvent aux enfants, la peinture blanche, la peinture rouge, la peinture bleue, ça a des caractéristiques différentes. Lorsque vous mélangez les peintures, vous obtenez une nouvelle peinture. Les aliments, c'est pareil. Et soit ce mélange, il est bénéfique, il va passer toutes les étapes de digestion, et donc nous allons bien digérer. Et parfois, malheureusement, ce mélange n'est pas bien digéré chez certains organismes. Donc le tout, c'est de s'écouter. Et on ne fera pas de généralité, évidemment, ce matin. Alors, il faut rappeler tout de même les bases d'un repas équilibré, protéines, légumes, féculents, ça c'est quand tout va bien. Mais Kaina, vous dites que dans certains cas, combiner des protéines animales et des amidons, eh ben, ça peut être une mauvaise idée chez certains. Exactement, il faut s'écouter. Donc, c'est lorsque la digestion va mal, c'est lorsque la digestion est sensible, on s'aperçoit qu'on a des ballonnements, des gaz, des flatulences, des douleurs. C'est à ce moment-là qu'on doit justement se poser la question, est-ce que bien associer ces aliments pourrait être une solution ? Et lorsqu'on mange de la viande, il faut se rappeler que la viande, c'est une bête, elle a une structure chimique très complexe à la digestion. Et le sucre lent, c'est ce qu'on appelle un polysaccharide, c'est également une structure chimiquement très complexe. Lorsque vous mélangez les deux, parfois, ça ne passe pas. En tout cas, on sent cette lourdeur sur l'estomac. Et par exemple, moi j'avais une question, est-ce que ça concerne ces combinaisons alimentaires toute la population ou certaines personnes à un âge précis, à un moment précis de la vie ? Exactement. Souvent, on s'aperçoit que cette sensibilité arrive lorsque nos hormones commencent à décroître. Donc, c'est lorsque la progestérone, l'oestrogène chez la femme ou lorsque la testostérone chez les hommes commence à baisser. Docteur, vous expliquez que l'association qui génère, écoutez, parce que c'est hyper important, l'association pour vous qui génère le plus d'inconfort digestif, c'est celle entre l'amidon et l'acidité. Et on oublie souvent que les fruits, ils sont naturellement très acides. Donc, est-ce qu'il faut repenser notre façon de consommer des fruits ? Alors attention, encore une fois, c'est vraiment lorsqu'on a une difficulté à digérer. Oui, c'est ça. Lorsque tout va bien, il ne faut pas repenser son association ou ses associations alimentaires. Lorsqu'on a cette sensibilité, c'est vrai que manger un acide, alors c'est souvent tout ce qui est à base de fruits. Alors souvent, les gens me disent « Non mais Kaina, la banane, c'est pas acide. Pour moi, c'est très doux. » On oublie que les fruits sont composés de ce qu'on appelle l'acide ascorbique. Oui. Donc la vitamine C, c'est bien un acide. Donc dans le kiwi, par exemple, il y a plein d'acide ascorbique. Et voilà, donc le kiwi, chimiquement, va réclamer en arrivant dans l'estomac une digestion à une condition très 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 acide. L'estomac est une poche très acide, le fruit sera acide et donc l'estomac va se dire « Oh là là !» Je ne vais pas le laisser dans ma poche très longtemps, je vais contracter, décontracter très vite et le digérer rapidement. Et c'est pour ça qu'on dit que les fruits se digèrent très vite. C'est ça. Par contre, lorsqu'on mange un sucre lent, donc des pâtes, du pain, et là on a affaire à un polysaccharide, donc il n'y a pas vraiment de vitamines à quantité importante. Et là, pour le coup, l'estomac va se dire, tiens, j'ai quelque chose de très compliqué. Donc je vais contracter, décontracter tranquillement pour le transformer. Et pendant ce temps-là, le fruit est là en train de fermenter, exactement. Et c'est pour ça que certains médecins, dans les années 80, disaient « manger le fruit en dehors des repas ». Complètement, C'était au début. complètement. Voilà. Alors oui, on a beaucoup entendu ça. Puis après, on a dit, mais pour que ça fasse pas des pics de glycémie, il faut le manger après. Oui, je vous avoue que c'est vrai qu'on est tous quand même un peu paumés. Parce que qu'est-ce qui vaut mieux dans le bénéfice-risque ? C'est de ne pas avoir le pic de glycémie et donc le manger après son gratin de pommes de terre, plein d'amidon. Ou est-ce qu'il vaut mieux quand même le manger avant ? Idéalement, le fruit, il faut totalement le sortir de son repas. Si on est amateur de féculents et qu'on mange souvent des féculents, idéalement, c'est de manger son fruit 4h30 après son féculent. Allez, j'aimerais qu'on s'intéresse aux combinaisons vertueuses. On apprend dans votre livre que les légumes se combinent avec tout, car ils sont plutôt neutres. Alors, vous préconisez d'en manger à chaque repas. Est-ce qu'il existe d'autres aliments neutres, entre guillemets ? Alors souvent, quand on parle des œufs ou quand on parle du fromage, on va dire c'est une protéine. En réalité, en biochimie, il faut vraiment bien mettre chacun dans sa classe. Une protéine animale, c'est la bête, c'est l'animal.
un œuf ou un fromage ou du beurre, c'est quelque chose qui descend de la bête. C'est ce qu'on appelle une protéine de second degré. Ça n'a pas la même structure chimique, ça n'a pas du tout le même rôle et le même fonctionnement. Donc, il faut savoir que les œufs, par exemple, et le fromage sont des aliments neutres. Qui se digèrent aussi bien qu'un haricot vert, aussi bien qu'une courgette. Incroyable. Ça n'a pas la même structure que la bête. C'est une protéine de second degré. Chimiquement, ça se digère comme un légume. Et donc ces aliments neutres, on peut les consommer sans aucune règle, quand on veut, à n'importe Avec quel des moment. fruits, par exemple, ça marche. alors. Exactement. Manger un avocat avec du citron, c'est une excellente association, très bénéfique pour récupérer tous les nutriments qu'il y a dans le citron et dans l'avocat. Par contre, si vous mettez un bout de pain avec, vous perdez totalement le bienfait. En fait, le problème sont les amidons, quoi. Si on veut schématiser, ce à quoi on doit faire le plus attention, c'est l'association avec les amidons. Exactement. Donc, pain, pommes de terre, pâtes, riz, tout ce qui est bon, les gars. Alors, pour y voir plus clair sur les bonnes ou les mauvaises combinaisons alimentaires, docteur, on peut se procurer donc votre livre qui synthétise tout ce qui vient d'être dit. On va y retrouver aussi des recettes gourmandes, vous en voyez qui s'affichent à l'écran. Donc, je voudrais que vous nous les présentiez si ça vous va en quelques mots. Par exemple, le filet de dorade nappé de tapenade. Parfait. Alors, cette petite recette, il faut savoir qu'elle va passer au four. Donc, souvent, les capres qui sont vinaigrés, souvent les olives qui baignent dans la saumure, donc sont des aliments acides. Et j'ai choisi cette recette pour montrer vraiment à toutes les personnes que lorsque l'acide, l'aliment acide est cuit, donc là, en l'occurrence, cette recette, ça passe au four à 190 degrés. Là, pour le coup, on a dégradé la vitamine. Donc, il n'y a plus ce côté acide. Et du coup, cette recette peut s'associer avec un petit peu de riz, peut s'associer avec des légumes amidonnés, ils sont beaucoup plus digestes qu'un sucre lent. C'est quoi un légume amidonné, pardon? Un légume amidonné, c'est la patate douce, les pommes de terre, les navets, les carottes, tout ça sont Il y a de l'amidon dans la carotte, malheur. Oui, tout à fait. Regardez une deuxième recette, coulis aux herbes fraîches. Là là, c'est bon ça. Et là, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est faire des combinaisons avec des neutres. Les épinards sont neutres, les herbes fraîches sont neutres et remplies de minéraux. Et si on met du citron, c'est foutu. Si on met du citron, on évite les sucres lents. Oui, et à manger sans pain, évidemment. Et... S'il y a du citron. Oui, c'est ça. Là, pour le coup, on peut la manger avec le pain si on ne met pas de citron. Ok, on peut saucer à la fin. Une recette sucrée quand même. Ah bah, on Recette reconnaît là. sucrée, avec le croissant, la fleur d'oranger et au pignon. Et là, en l'occurrence, c'est totalement de l'amidon. Donc ça, ce n'est pas à consommer avec un jus de fruits ou avec un fruit frais à côté, comme on avait l'habitude de le faire autrement. Ah là là, mais c'est vrai, oui, un petit jus d'orange et tout. Et là, remontée acide, on ne comprenait pas l'eau. On peut le tremper dans le lait? Parfait. Super. Je peux mettre de la confiture? La confiture, c'est cuit. Donc oui? Oui. Donc je peux mettre de la confiture et le tremper dans le lait? Exactement. Sylvie, alors vous aussi, vous avez une combinaison alimentaire hyper vertueuse. Je voudrais que vous nous parliez donc de ce combo magique thé vert, chocolat noir. Calmez-vous, Ali. Ali, vous êtes d'accord avec moi? Oui, il aime bien. Donc le thé vert et le chocolat noir contiennent plein d'antioxydants qui sont bons donc pour notre corps, pour notre peau, pour notre cœur, pour notre cerveau. Et en plus de ça, le chocolat contient des substances qui sont véritablement bonnes sur le plan cognitif. Il y a eu plein d'études sur les effets bénéfiques du chocolat et on s'est rendu compte qu'effectivement le chocolat noir est un excellent dopant des fonctions cognitives et on conseille du coup une consommation régulière de chocolat noir qui non seulement donc, va améliorer votre attention, votre mémoire, toutes vos capacités cognitives, mais en plus a des effets sur l'humeur. Donc Ali, pour rester heureux, intelligent, voilà, thé et chocolat noir. Allez, on passe au débat qui agite le monde entier. Peut-on se passer totalement de viande sans être carencé? Et pour notre végétarienne Marie-Treille Stéphanie et son témoin de la semaine, c'est un grand oui. Vous m'avez étiqueté direct, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres végétariens autour de la table? Non. Oh, flexitarien. Moi presque, Ouais. pas loin. Moi, C'est la une tendance. viandarde. Pour tous les végétariens, mais aussi les viandards comme vous. J'ai rencontré Claire Vallée, chef étoilée, qui a une spécificité. Elle ne cuisine que
du végétal. Alors oui, le mot peut faire peur. On imagine 3 raviolis qui baignent dans un jus de poireau. Ça fait un peu... ça donne pas envie. Donc, mais rassurez-vous, c'est très peu pour Claire qui a une conviction. Faire manger du végétal, oui, mais gourmand, copieux et joyeux. Et sa cuisine est une telle expérience qu'elle est la première chef végane à avoir décroché une étoile au très traditionnel guide Michelin. C'était pour son restaurant Origine non animale, basé à Arès, sur le bassin d'Arcachon. Et pour Claire, l'idée, c'est de raconter une histoire à travers ses plats. On découvre des saveurs venues de Thaïlande, d'Inde. On apprend à jouer avec de nouvelles armes, les épices, les fermentations, les racines. Ça a l'air drôle. On va rigoler, vous allez voir. On a ri, mon Dieu. Ah là là. C'est une nouvelle partition gourmande que je vous propose de découvrir. Bonjour Claire. Bonjour Marie. Vous êtes chef végétal, c'est comme ça qu'on dit. Est-ce que c'était un objectif de vie? Non, pas du tout, parce que je suis archéologue de formation. J'ai un doctorat en archéologie. J'ai commencé la cuisine sur le tard. Après, je cuisinais toujours à la maison. J'avais des parents qui étaient très portés sur la gastronomie. Mais j'ai commencé en Suisse, surtout sur la pâtisserie. Ça a commencé comme ça. C'est lors de mon voyage en Thaïlande qu'il y a une révélation qui va tout changer dans votre parcours. Alors, c'est plus qu'un voyage, c'est que je me suis installée en Thaïlande. La nourriture là-bas est quand même très incarnée, mais il y a toute une partie qui est de culture bouddhiste, plutôt sur du végétarien, voire végétalien. On est ce qu'on mange. Donc forcément, à travers les épices, les racines, les herbes, les façons de cuisiner qu'on met dans notre corps, c'est comme un temple. Ça m'a passionnée, j'ai voulu comprendre pourquoi et comment on pouvait retrouver quand même des saveurs, de la mâche, du croquant, des notes intenses à travers le végétal. Comment vient ce déclic de se dire je ne veux plus manger d'aliments d'origine animale? J'ai commencé à découvrir ce que c'était vraiment, on va dire, l'exploitation animale, comment on se nourrissait des animaux. Même sur le lait, le fromage, comment c'était fait. Il y a des fermes qui sont très grosses, avec de l'élevage intensif, avec aussi forcément des dérives, de la violence. J'avais pas envie de participer à ça. Il y a un point de vue aussi écologique, parce que tous ces animaux aussi créent des tonnes de déchets, donc avec de l'exploitation de champs entiers pour nourrir ces animaux. Quand on parle de cuisine végétale, on peut souvent penser à la privation. Quels sont les clichés comme ça qui vous dérangent? Le côté plutôt austère ou privation, le côté aussi manque de gourmandise, et le côté aussi on a faim quand on sort de table. Est-ce que c'est vrai? Non, c'est pas du tout le cas. Ça dépend aussi comment c'est travaillé. Vous savez, vous pouvez manger aussi un steak quelque part, s'il n'est pas assaisonné, s'il est mal cuit, etc., ça sera pas bon. C'est la même chose en cuisine végétale. Il y a quand même des méthodes de cuisson pour donner du goût aussi, et puis des épices, des tonnes de sauces aminées, fermentées. Pourquoi en France c'est particulièrement compliqué de briser ce plafond de verre? La cuisine française est quand même classée en patrimoine de l'UNESCO. On est quand même le pays de la viande, du poisson, des crustacés. On adore le fromage, on adore les produits laitiers, etc. Il n'y a pas beaucoup de plats français connus sans ces matières-là. Quels sont les ingrédients qu'on sous-estime peut-être le plus par rapport à une cuisine dite classique? Alors les épices, ça c'est sûr. Par exemple du gomasio, mais un peu de sel avec des graines de sésame un petit peu torréfiées, ça va ramener un peu d'amplitude. J'ai appris beaucoup avec les poivres. Ça enrichit parce que c'est quelque chose qu'on peut travailler aussi bien en salé qu'en sucré, avec des notes en fait qui peuvent être boisées ou plutôt sur des notes d'agrumes. Ça peut vraiment changer un plat. Quel est le plat dont vous êtes le plus fier? Alors là, c'est une tuile. Moi, j'adore cuisiner thaïlandais parce que c'est un peu ma cuisine de cœur. Par exemple, pour Noël, mon papa m'a demandé de faire un curry thaï avec des herbes thaïlandaises, etc., avec ma pâte de curry thaï, voilà. Et du lait de coco, et c'est très gourmand et tout le monde était ravi. Moi, par exemple, je suis végétarienne, mais ma grand-mère a toujours pas compris ce choix. Comment je peux lui cuisiner un plat qui soit accessible pour qu'elle comprenne que c'est possible et qu'on peut se régaler? Le couscous végétarien, ça peut très bien marcher. On peut même imiter la merguez avec le sétan. C'est un peu la technique la plus connue. Le sétan, c'est juste du gluten de blé. C'est une tradition qui vient du Bhoutan de base, parce que on n'avait pas accès non plus à la viande tout le temps. Et pour achever de convaincre ma grand-mère que la cuisine végétalienne est délicieuse, Claire me propose une recette de mousse au chocolat. Avec la coiffe à bas, ça marche. Là, vous achetez une boîte de pois chiches et vous récupérez du jus. Après, quand on le bat, ça va faire une mousse, comme des blancs de neige. On l'incorpore avec du chocolat, etc. Et c'est grâce à tout ce savoir que Claire Vallée est devenue la première chef végane étoilée. Depuis, elle se consacre à un autre projet, des tables éphémères qui rassemblent plusieurs convives autour d'un thème. Et le dernier était particulièrement sulfureux.
C'était sur l'Empire romain et les 7 péchés capitaux. Il y avait un godemiché en bois qui avait été fait par un artiste dans les Vosges. Il y avait des tuiles à déguster, des pots où il fallait tremper les mains, où c'était un peu chaud, un peu humide. Enfin, on voyait pas tout. On devait tout manger avec les mains. Il y avait des assiettes avec des thons dedans. La gourmandise à la fin, où il y avait une vingtaine de desserts. Et si vous arriviez au bout, vous en aviez encore. Donc on était presque à l'écœurement. Comme quoi, avec sa cuisine gourmande et sexy, Claire Vallée met tout le monde d'accord. Qui vient autour de votre table? Tout le monde vient. Même des chasseurs, même des bouchers. L'idée, c'est surtout d'amener les gens doucement vers ça. C'est bien. On se rend compte qu'on peut s'en passer petit à petit. Merci infiniment, Claire Vallée. Merci. Vous en êtes rendu compte, finalement, qu'elle fasse de la cuisine végétale, c'est presque un détail, tant sa cuisine est gourmande. Désormais, Claire propose des tables éphémères qui ont pour but de ravir le palais de ses convives, qu'ils soient végétariens ou relous comme Stan. Donc le témoignage de Claire me parle, car je suis moi-même végétarienne, vous l'avez dit Ali, et même je me demandais vis-à-vis des enfants, est-ce qu'on peut aussi passer à une alimentation complètement végétarienne? Alors, idéalement, nous, ce qu'on conseille pour les enfants, c'est d'être flexitariens. Souvent, les parents vont donner du poisson, des œufs, un petit peu de fromage. On peut se passer de viande, alors? Se passer de viande rouge, parfois oui. Parce que c'est cancérigène quand même, la viande rouge, il faut le dire. Ça peut être aussi... Elle prêche pour sa paroisse, Non, c'est pas vous l'avez compris. Ça dépend vrai, pour qui elle est toxique. On a constaté quand même que certains enfants privés de viande rouge stoppaient leur croissance. Alors moi, j'ai pas les mêmes. Pardon, j'ai pas les mêmes amie. études. Non. Il y a une méta-analyse de 2025 sur 50 000 enfants qui sont en meilleure santé, des végétariens et des véganes qui sont en meilleure santé et qui ont moins de cholestérol, ces enfants. Je vous le garantis. Mais on n'a pas vérifier mesuré leur l'étude. croissance. Alors, non, ils ne sont pas en lacune de croissance, je vous le garantis. ah oui, c'est ça qu'il faut regarder en général et c'est pour ça que c'est vraiment au cas par cas. Du moment qu'on a du poisson, des œufs, du fromage, d'autres protéines animales, on a une alimentation quand même plus diversifiée parce que la clé, c'est la diversification quand même chez les enfants. On a quand même besoin de tous ces aliments-là. Après, faire l'impasse sur la viande rouge, effectivement, il faut juste faire attention que les gens ne soient pas anémiés et donc il faut juste vérifier que les gens sont en bonne santé. Allez, qu'on cuisine avec ou sans viande, la règle de base pour une assiette qui soigne, c'est de privilégier le fait maison, cuisiner soi-même, choisir ses produits, préparer ses repas. C'est bon pour le corps et en plus, c'est une activité hautement intellectuelle, Sylvie. Alors oui, on n'y pense pas et on a eu l'habitude d'associer les activités intellectuelles à nos fonctions cognitives les plus élaborées. Et puis la cuisine, qu'on laissait en général aux femmes, aux ménagères, c'était une activité uniquement manuelle. C'est totalement faux. En fait, cuisiner, ça met en jeu la totalité de votre cerveau. Donc il faut planifier, donc aller faire les courses, donc reprendre le contrôle aussi sur les ingrédients, planifier ce qu'on va faire. Ensuite, il faut avoir la recette en tête qui exige beaucoup de mémoire de travail puisqu'il faut se souvenir à quel moment on doit éplucher, à quel moment on doit allumer le four, combien de temps, faire plein de tâches en parallèle. Il faut compter puisqu'il y a les mesures et puis il faut prévoir en fonction du nombre de convives. Et donc, tout ça mis bout à bout, plus la mémoire, plus la perception, parce qu'évidemment, il va y avoir tout le côté esthétique, plus les gestes fins. Donc, Agathe, qui est une éminente cuisinière aussi, elle sait très bien qu'entre éplucher, émincer, tout ça, ce sont des gestes différents. Et donc, toutes ces activités, de la perception à l'action, en passant par le calcul, le raisonnement, l'attention, la mémoire, mettent en jeu la totalité de votre cerveau. Et si on rajoute à ça le côté un petit peu créatif, imaginatif, les interactions sociales, parce que souvent on cuisine aussi pour les autres, ça fait de la cuisine une activité extrêmement complète sur le plan cognitif qui va nous faire du bien physiquement, mentalement. Donc c'est... Merci, Dr Kaina Oussedik, pour vos précieux conseils. Je rappelle que vous êtes spécialiste en biochimie alimentaire et l'autrice du livre « Le pouvoir extraordinaire des combinaisons alimentaires ». Kali a planqué sous sa fiche pour le prendre, mais que je lui ai repris, bien sûr, car c'est moi qui vais le garder, Ali. Oh oui. On va voir ça. Oui. Ali, le chocolat qu'on vous a offert avec votre thé, est-ce que vous savez qu'il est peut-être empoisonné ? Oui, hélas. Ouais. Et oui, sans le savoir, vous êtes sans doute en train d'ingurgiter du cadmium, mon chou. Ouais. Un des 27 métaux lourds qui ne figurent pas sur les étiquettes de nos produits, alors qu'on en trouve des traces bien réelles et aussi bien souvent dans plein d'aliments différents. Ce genre d'infos, ça a le don de faire paniquer Elsa, et moi aussi, et elle se mue en lanceuse d'alerte. Bravo. Bravo, Elsa.
pense qu'après ma chronique, on ne mangera plus jamais rien. On aura peur du D'ailleurs, tout. c'est Sylvie qui a mangé tout mon chocolat. Oui, c'est Je vrai. précise. C'est vrai, c'est Sylvie. Je confesse. Alors écoutez, Ali Agathe, moi j'ai l'impression que tout ce que je mets en ce moment dans ma bouche est en train de m'empoisonner. Et oui, Sylvie, ce n'est pas dans ma tête. Je vous vois tout de suite, non. On nous dit depuis toujours, mange sainement, bois beaucoup, bois de l'eau. Alors que maintenant, on ne sait plus ni quoi boire, ni quoi manger. Et parfois, on se demande même si respirer, ce n'est pas une option. Par exemple, on dit, et on n'a pas arrêté de le dire dans cette émission, que l'alimentation est notre premier médicament. Mais pourtant, elle peut aussi, et sans qu'on s'en rende compte, effectivement devenir une source de pollution invisible. Et oui, et là, je vais vous faire peur parce que je vais vous parler de l'hexane, un dérivé du pétrole hautement toxique qui sert à l'extraction de la plupart de nos huiles vierges, mais oui, dont on se sert et qu'on met dans nos salades. Et là, on se dit qu'on se fait du bien. C'est comme du white spirit, l'hexane. Arrêtez, mais arrêtez, c'est horrible. Non, mais c'est l'horreur. Ou alors, un grand flou qui concerne aussi ce qu'on boit. Parce qu'on nous dit, bah alors, il faut boire l'eau en bouteille, mais après... Finalement, le lendemain, on nous dit que dans l'eau en bouteille, il y a des microplastiques. Et bien sûr. Et puis après, là, on se dit, ben, alors on va se tourner vers l'eau du robinet. Et là, ben, on va nous dire que non, il y a des produits toxiques. Donc on va faire quoi? Ben, on va faire comme Agathe, on va boire que du vin. Bien sûr. Et avec ça, vous faites avec Stan, mon chou. Et avec Stan, bien sûr. Et vous savez, des pesticides dans le vin. Et si ce n'était que ça? Je ne veux pas l'entendre. Et si ce n'était que ça? Mais non, ce n'est pas que ça. Non, j'ose pas vous dire. Franchement, j'ose pas vous dire. Allez. Allez, je le dis. Les métaux lourds. Mais oui, bien sûr. Les métaux lourds. C'est horrible. Alors, quand on parle des métaux lourds, on parle d'éléments chimiques qui, à forte dose, deviennent toxiques. Je parle du plomb, du cadmium, évidemment, de l'arsenic, du cuivre ou encore du chrome. Ils se retrouvent dans l'air ou dans les sols après des décennies d'industrie lourde, de pesticides, évidemment, d'engrais, de déchets industriels. Bref, c'est l'horreur. En gros, les plantes les absorbent, les animaux mangent les plantes et nous, bah, qu'est-ce qu'on fait? On mange les deux. Eh bien oui, c'est comme ça. Alors, c'est là que ça devient un peu paniquant parce qu'on peut trouver, on en trouve partout, dans certaines viandes et abats, même si vous, Marie, vous ne mangez pas de viande, vous pensez que vous êtes moins intoxiqué, mais pas du tout, parce que figurez-vous qu'on en trouve aussi dans les produits de la mer, dans les céréales, les légumes à feuilles, les légumes racines, les légumes issus évidemment de l'agriculture biologique, mais aussi dans les fruits, les épices. Et là, Agathe, vous parliez du chocolat, mais on en trouve aussi dans le chocolat. Et alors là, panique à bord pour moi, parce que quand même le chocolat, j'en mange. Nous en mangeons, Sylvie, quand même tous les jours. Le chocolat biologique est encore plus intoxiqué que le chocolat normal, parce que ce chocolat, en fait, les fèves de cacao, en fait, viennent d'Amérique latine, et que les sols en Amérique latine sont pleins de cadmium. Plus qu'en Afrique, ouais. Voilà, c'est ça. C'est pour ça qu'il faut regarder l'étiquette sur les plaquettes de chocolat. Sur les plaquettes de chocolat bio, des chocolats qui viennent d'Asie. De Madagascar. C'est ça, ou de Madagascar, exactement. Donc, moi, je vais vous dire, si on me fait arrêter de manger du chocolat, déjà que je n'ai aucune vie sexuelle, ce n'est pas possible. Il va falloir choisir quand même. Alors, plus sérieusement, effectivement, on a le sentiment chaque jour qu'on va découvrir des nouveaux produits complètement intoxiqués dans notre assiette. Alors moi, Sylvie, j'ai tellement paniqué, je suis allée sur les réseaux sociaux, j'ai un peu regardé, et là, j'ai trouvé des patchs qu'on met sous les pieds. Et je vous assure, mais c'est vrai. Et alors, grâce à ces patchs, on peut éliminer, enfin, il paraît qu'on peut éliminer les toxines. Oui, ça absorberait les toxines. Oui, ça absorberait les toxines. Alors, on les met et après, ça devient tout noir parce que ça a tout absorbé. Qu'est-ce que vous en pensez, Sylvie? Elsa, je dois être honnête. Oui, allez-y. Alors, je crois que ces patchs, c'est pas la solution. Non, pas du tout. Honnêtement, je crois pas qu'on ait prouvé que ça nous permettait d'éliminer les substances toxiques. Par contre, sur la façon de nous protéger, vous avez raison, de toute façon. On a l'impression aujourd'hui que chaque semaine, chaque mois, chaque année, on va apprendre que de nouveaux produits sont contaminés par de nouvelles toxines. Oui, c'est ça. Qu'on découvre à chaque fois, on n'imaginait même pas. Donc il y a des règles simples peut-être qu'on peut adopter. La première règle, mais qui vaut pour tout, c'est la diversification et les quantités de ce qu'on mange. C'est-à-dire que, évidemment, moi je dis toujours, je suis la première à dire que si un jour on découvre quelque chose dans la salade, je serai la première à mourir parce que voilà, il n'y a pas un jour sans salade. Et voilà, c'est une erreur de ma part. Donc du coup, il faut diversifier son alimentation.
Et ça dans tous les domaines, que ce soit pour les céréales, que ce soit pour les légumes, que ce soit évidemment par rapport au chocolat, que ce soit les poissons. Parce que le problème des poissons, on l'a dit souvent dans cette émission, c'est que les gros poissons, le thon, le saumon, vont finalement contenir beaucoup plus, en fait stocker beaucoup plus de métaux lourds. Et donc on risque plus d'être intoxiqué. La deuxième chose, c'est sans doute d'utiliser aussi des ustensiles qui sont dits sans résidus. C'est-à-dire que, vous savez, on répète toujours qu'on ne va pas mettre un récipient en plastique au micro-ondes parce qu'on risque qu'il y ait une libération de molécules de plastique, de particules de plastique qui vont nous intoxiquer. Donc on fait très attention au contenant. En résumé, on ne pourra pas éliminer tous ces métaux, toutes ces toxines. Les patchs, on ne sait pas encore si c'est efficace. Et donc du coup, il faut essayer dans notre alimentation, dans notre consommation, d'être prudent. Une petite précision sur l'hexane, ce solvant qui est impliqué pour extraire les huiles végétales. Cet hexane est impliqué notamment dans certaines maladies neurodégénératives comme la maladie de Parkinson ou dans des cas d'infertilité. Le conseil, c'est de plutôt privilégier des huiles qui sont extraites par procédé mécanique, en particulier la plupart des huiles bio. C'est vraiment ça qu'il faut privilégier pour éviter au maximum l'hexane, qui est un vrai problème de santé publique qu'on retrouve donc dans les huiles végétales du commerce. Essentiellement d'ailleurs dans les huiles de colza et de tournesol. Huile de colza et tournesol. Alors, ce que je rajouterais juste, c'est qu'il faut espérer, vu que il y a une conscience quand même qui se développe parmi les consommateurs. Il faut espérer que dans l'industrie agroalimentaire, on fasse des études avant d'utiliser certains produits et de mettre sur le marché certains produits en amont. Et pourquoi pas changer les étiquettes aussi, peut-être mentionner aussi la provenance, les méthodes d'extraction qui sont pas obligatoires non seulement actuellement. les ingrédients des produits, en particulier ultra transformés, mais la façon dont on a cuisiné ou les produits qu'on a utilisés, bien sûr. Merci beaucoup pour ce patch qui ne marche pas, que je mets. Bien manger pour ne plus déprimer, c'est la promesse que nous fait notre invité coup de cœur. Je me détoxifie le cerveau. Notre chouchou. Bonjour. Bah oui, il faut nourrir son cerveau et équilibrer son microbiote parce que c'est la base de tout. Et celui qui l'affirme, mais cette fois avec des preuves scientifiques à l'appui, c'est vous, docteur Guillaume Font. Mais dis donc, docteur, vous avez perdu 10 ans là, qu'est-ce qui vous arrive? Mais je sais pas. Mais ouais, on a l'impression que vous avez rajeuni. C'est les compléments alimentaires. Ah, dis donc, ça marche. Alors vous êtes psychiatre, enseignant-chercheur en micronutrition, et vous dressez depuis des années un constat assez alarmant. Notre alimentation moderne, elle est directement liée à l'explosion des troubles anxieux et des troubles dépressifs parce que nos cerveaux sont dénutris. Alors, à cause de la qualité de nos sols appauvris par l'agriculture intensive, notre assiette, même quand elle est saine, elle ne fournit plus les micronutriments nécessaires à notre organisme pour fabriquer ce qu'on appelle des neurotransmetteurs. Ce sont eux qui régulent l'humeur, le stress et le sommeil. Et on est tous carencés. Voilà pourquoi on déprime, voilà pourquoi on rumine, on devient irritable, on est vulnérable au stress, on est démotivé, on est même dans le brouillard, ce fameux brouillard mental. Elsa acquiesce parce qu'elle est comme moi. On a du mal à dormir, on a du mal à se concentrer. Et votre solution, vous nous la présentez dans ce nouveau livre qui est ici, les compléments alimentaires qui ont prouvé leur efficacité en santé mentale. J'ai bien résumé ou pas ? C'est un super résumé et c'est quelque chose qui m'était demandé depuis des années. Donc c'est 18 mois de travail ce livre parce qu'en fait il y a des débats, on en a parlé, des controverses. On a d'un côté des personnes qui vont caricaturer le complément alimentaire en disant que finalement c'est du placebo. D'autres personnes qui vont dire que c'est miraculeux, que ça va absolument tout changer. Et la vérité est entre les deux ? Oui, je commence par les idées reçues, parce qu'effectivement, la vérité est entre les deux. C'est ce que j'explique dans le livre. On a la chance d'avoir une grande méta-analyse, donc ça, je dis ça pour Marie, grande méta-analyse de 2025 aussi. Ah, on a la même. Alors, c'est une autre, celle-ci, sur les compléments alimentaires dans la dépression. Et en fait, c'est des collègues de Taïwan qui ont publié ça dans Psychological Medicine. C'est une très, très grande revue de santé mentale, de psychiatrie. C'est une revue britannique très ancienne. Donc c'est vraiment très sérieux. C'est des chercheurs qui n'ont pas de conflit d'intérêts. Donc on ne peut pas dire que c'est porté par des intérêts financiers. Et ils ont étudié 44 compléments alimentaires, 17 000 participants, donc c'est considérable. Et ils les ont classés par ordre d'efficacité et comparés au placebo
et même aux antidépresseurs. Donc on a des résultats qui ont été publiés, qui sont en accès scientifique, et c'est cette synthèse que je fais dans ce livre pour pouvoir nous guider et savoir vers quoi il faut aller en priorité. Dans votre nouveau livre, vous explorez un nouveau champ de recherche assez passionnant, c'est le pouvoir antidépresseur des plantes dont on parle beaucoup sur les réseaux sociaux. Et derrière l'effet de mode, que dit la science sur l'intégration de ces plantes dans notre alimentation pour moins déprimer? Alors j'ai trouvé dans cette méta-analyse des données vraiment très intéressantes pour plusieurs plantes. Donc on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de preuves scientifiques maintenant. Le millepertuis, par exemple, est beaucoup utilisé en Allemagne. Il est prescrit par les médecins dans les dépressions légères à modérées. Et dans cette méta-analyse, il sort avec un très bon niveau de preuve. On dit souvent qu'il ne faut pas prendre du millepertuis en même temps qu'un antidépresseur. C'est vrai. En fait, le millepertuis est une plante qui va avoir des effets sur le métabolisme du foie et donc qui va avoir des interactions avec les médicaments. Oui, donc en fait, mon point, c'est de dire que les extraits de plantes ont des effets qui peuvent être thérapeutiques, mais ont aussi des effets indésirables. Et donc, je les rapprocherai plus finalement des médicaments. Et donc, là, il faut vraiment prendre l'avis du professionnel de santé pour être certain que l'extrait de plante que l'on prend est adapté à sa situation. Alors on le dit, on l'assène dans cette émission, mais les plantes, elles comportent des principes actifs parfois très forts et donc on ne peut pas faire tout et n'importe quoi. On va passer en revue certaines de ces plantes à intégrer dans son alimentation pour aller mieux. On commence par la L-théanine, c'est un acide aminé extrait des feuilles de thé vert qu'on trouve aussi dans le matcha. C'est quoi? La L-théanine. C'est ça. Je ne connaissais pas. La L-théanine, en fait, on a parlé du thé vert avec Sylvie tout à l'heure pour les antioxydants, les polyphénols. Il y a un autre trésor caché dans le thé vert, c'est la théanine, donc L-théanine. C'est un acide aminé extraordinaire, en fait, qui permet d'atteindre un calme stable. Et il n'y a pas beaucoup de molécules qui permettent de faire ça, puisqu'en fait, quand on agit sur les récepteurs du GABA dans le cerveau, donc on va être relaxé, c'est les anxiolytiques, mais on baisse la concentration et la motivation. Alors que là, on a une molécule qui, dans le cerveau, va à la fois avoir un effet relaxant, mais augmenter aussi la clarté, parce que ça joue à la fois sur le glutamate et le GABA, donc neurotransmetteur excitateur et relaxant. Et ça, il n'y a pas beaucoup de molécules qui permettent de faire ça. Il y a des effets très intéressants sur la prévention du crash de caféine de l'après-midi pour les personnes qui consomment du café ou du thé, parce que le thé contient de la caféine. Et donc, c'est vraiment un acide aminé, pour moi, qui compte parmi les plus importants dans les nouveaux acides aminés de la santé mentale. La première méta-analyse va être publiée cette année sur le sujet en 2026. Alors, il y a une autre plante très à la mode, je la vois partout en ce moment, c'est l'ashwagandha, surnommée ginseng indien. L'ashwagandha, en fait, c'est la rencontre de la médecine ayurvédique avec la médecine occidentale et les niveaux d'exigence scientifique que nous avons. Elle ressort aussi efficace dans cette méta-analyse. Alors, les données sont de moins bonne qualité. C'est surtout efficace dans le stress. Ça a un effet plutôt relaxant. Ça se prend plutôt le soir. Par contre, attention, il y a eu là aussi un rapport, une alerte de l'ANSES parce qu'il y a eu des cas de toxicité, et notamment pour les consommations au long cours. Donc là aussi, il faut prendre l'avis de son dites donc, moi j'en prends tous les soirs. Pendant combien de temps il faut en prendre d'ailleurs? Alors, les études vont jusqu'à 12 semaines et au-delà de 12 semaines, on n'a pas de données. Alors, ça ne veut pas dire que c'est dangereux, ça veut simplement dire qu'on n'a pas de données. Il faut faire des pauses peut-être quand même pour être sûr. Hein. Et ça se consomme comment? Moi, j'y connais rien, tout ça. Je veux dire, l'ashwagandha, c'est sous forme de tisane, sous forme de complément? Non, des gélules. En fait, là, on est en train de parler d'extraits de plantes concentrés. Donc, la plupart du temps, c'est sous forme de gélules. Il y a d'autres formes qui existent. Et en fait, ce que j'explique dans le livre, c'est que c'est très compliqué de se retrouver. Moi, le premier, en fait, j'ai essayé vraiment de faire l'analyse de toutes les offres. Et en fait, il faut regarder ce qu'on appelle la standardisation, c'est-à-dire, en fait, quel degré de principe actif vous avez dans l'extrait, l'origine de l'extrait. Donc, il faut regarder la qualité du produit. Donc, ça fait beaucoup de choses à vérifier. Donc, j'explique dans le livre pour chaque extrait de plante et chaque nutriment ce qu'il faut regarder et comment le trouver. Quelles sont les contre-indications de l'ashwagandha? Alors, il y a plusieurs contre-indications, notamment au niveau de problèmes thyroïdiens, mais pas que. Donc, c'est pour ça, vraiment, je conseille aux personnes, dans chaque situation spécifique, et notamment s'il y a une pathologie chronique ou un traitement, de prendre l'avis du professionnel de santé pour s'assurer que l'ashwagandha est bien compatible, d'autant plus que les données évoluent, donc on a des nouvelles données qui arrivent. Guillaume Faux, dans votre bouquin, vous faites aussi le point sur une épice qu'on consomme tous, qu'on adore, c'est le safran. Elle aurait des effets assez significatifs sur les symptômes de dépression légère à modérée. Je fais comme si je ne savais pas alors que j'en prends tout le temps. Moi, chez moi, ça marche. Oui, le c'est safran. C'est placebo. Et non, ce n'est pas du placebo, justement. C'est la bonne nouvelle, que j'explique ça. C'est qu'avec la théanine, le safran a le meilleur niveau de preuve parmi les extraits de plantes dans le traitement de la dépression. Alors,
par précaution, on parle de la dépression légère à modérée, mais en fait, les analyses montrent aussi que c'est intéressant, même dans des dépressions caractérisées et même avec des antidépresseurs. Par contre, il faut toujours prendre l'avis du médecin prescripteur. Donc, il faut être très précautionneux. Mais le message important, c'est qu'il n'y a pas d'opposition entre un complément alimentaire et un traitement médicamenteux. Les deux peuvent être plus efficaces ensemble que chacun. Et on peut le prendre en séparément. continu? Il n'y a pas de contre-indication? Pour le safran, c'est comme pour l'ashwagandha, on n'a pas de données au long cours, donc il faut être assez précautionneux. En fait, pour la plupart des extraits de plantes, je mets à part la théanine, parce que la théanine, on la trouve dans le thé vert et on peut consommer, ça on le sait, par contre on peut consommer du thé toute la vie en étant en très bonne santé, donc il n'y a pas de problème pour la théanine. Par contre, pour le safran, on n'a pas d'études d'observation. En tout cas, ça marche. Et Agathe, vous en prenez comment en gélule, en complément alimentaire, et ça marche au bout de 15 jours généralement quand je fais mes Et le cures. safran dans la paella ou dans l'alimentation? Non mais je suis sérieux, est-ce que de mettre du safran régulièrement dans son alimentation, est-ce que ça a un effet ou... Alors souvent, ça ne suffit pas en termes de dose. La dose, c'est 30 mg, et ça, j'invite les personnes aussi à bien regarder, parce qu'il y a des compléments alimentaires très sous-dosés qui vont utiliser le pouvoir Oui, de du leur safran. réputation. Ouais, c'est ça. Exactement, alors qu'en fait, on est très très loin des doses efficaces. Le safran, 30 mg Par minimum jour. de principe actif. C'est ça, de safran, c'est ça. Merci beaucoup, Dr Guillaume Font, d'avoir pris soin de notre santé mentale. Vous êtes enseignant-chercheur en micronutrition et l'auteur de ce livre, Compléments alimentaires et santé mentale. C'est aux éditions Flammarion. À très bientôt. Alors, on va faire la lumière sur un célèbre alicament, comme on dit. Ce sont les champignons. Depuis quelque temps, ils sont absolument partout, dans nos assiettes, dans nos cafés, dans nos compléments alimentaires. Et on leur prête des super pouvoirs. Immunité boostée, cerveau plus performant, énergie décuplée. Bref, les champis sont devenus les nouvelles stars du bien-être par l'assiette, non sans raison. Il y a une grande étude épidémiologique menée sur 13 000 personnes qui a démontré que ceux qui consomment des champignons au moins une fois par semaine ont un risque de mortalité réduit de 14%. Alors, quels sont les champignons à mettre dans son omelette pour vivre mieux? On en parle tout de suite dans Bel et Bien. Mangez-moi, mangez-moi, mangez-moi. Mangez-moi, mangez-moi, mangez-moi. C'est le chant des silos qui suffit, qui joue avec les âmes. Bonjour Guillaume Lopez, vous êtes mycologue et l'auteur du guide des champignons médicinaux. Alors avant même de parler santé, il faut comprendre ce que sont vraiment les champignons. On a l'impression de bien les connaître, mais en réalité, on ne voit qu'une infime partie de ce qu'ils sont. Les champignons, effectivement, on a souvent cette impression de les connaître parce qu'on voit un chapeau et un pied. Mais la réalité, c'est que la structure pérenne du champignon, ses racines, comme on pourrait dire, c'est ce qu'on appelle le mycélium. C'est-à-dire c'est un réseau qui va s'étendre sous nos pieds, éventuellement dans le sol forestier, mais aussi dans les feuilles mortes, dans les souches de bois, et qui va en fait le digérer, le consommer de l'intérieur. Guillaume, on en parlait juste avant de vous recevoir. Il y a une grande étude épidémiologique, j'arrive pas à le dire aujourd'hui, épidémiologique, Agathe, qui a démontré que ceux qui consomment des champignons vivent plus longtemps. Mais ça vaut surtout si on jette sont dévolus sur des champignons dits adaptogènes. Ça veut dire quoi? Alors le terme adaptogène, il est un petit peu compliqué à expliciter scientifiquement parce qu'il n'a pas vraiment de racines scientifiques. En réalité, on parle d'adaptogène quand on a un champignon qui va jouer sur plusieurs systèmes, c'est-à-dire par exemple la régulation de la glycémie, sur notre système nerveux, etc. Et donc quand on a un ensemble de propriétés qui permet au corps de maintenir son état d'homéostasie, c'est-à-dire son équilibre inhérent à l'état de santé, on va parler de champignons adaptogènes, mais tous les champignons ne sont pas adaptogènes. Dans votre livre, vous listez les 30 champignons médicinaux incontournables. Alors, on n'a malheureusement pas le temps de tous les citer, mais arrêtons-nous sur les plus vertueux. Je pense par exemple à l'éricium, que l'on appelle également crinière de lion, ou encore le champignon du cerveau. Pourquoi est-ce que vous nous conseillez d'en manger? C'est un champignon qui, à l'origine, était étudié notamment pour ses bienfaits sur l'intestin. Et c'était sa vertu première décrite par la médecine chinoise. Et en fait, quand on a commencé à l'étudier dans les années 70, on s'est rendu compte qu'il avait des propriétés sur la sphère neuronale et probablement qu'une partie de ces propriétés s'explique également parce que le champignon a un rôle sur notre microbiote. Et donc, il y a effectivement ce consortium aujourd'hui d'études ou de recherche qui est faite sur un axe qu'on appelle la neuromicrobiologie, c'est-à-dire comment est-ce que les petits organismes, les micro-organismes qui composent notre être, puisqu'on est en fait un être complexe avec un microbiote, etc. Comment est-ce que ces petites bactéries, en fait, vont nous aider à produire des neurotransmetteurs qui vont réguler notre humeur? On le trouve facilement, votre éricium, au marché du coin Alors, le maraîcher du coin, souvent, il n'en produit pas encore.
la plupart du temps, effectivement, on va se tourner vers des compléments alimentaires, mais ça arrive quand même dans les marchés locaux, qu'il y ait une petite champignon en local. C'est un champignon qui se produit très facilement et donc on peut éventuellement en trouver. Autre champignon dont on parle beaucoup et qui soigne, c'est le reishi. Alors, quels sont les super pouvoirs du reishi ? Le reishi, il est effectivement très réputé, notamment parce qu'il a été caractérisé il y a plus de 2000 ans en médecine traditionnelle chinoise. C'est un champignon aussi qui est très complexe, il y a plus de 400 molécules actives à l'intérieur. Et ce champignon, en fait, il a la réputation d'être le champignon de l'immortalité, rien que ça. Ouais. Ouh là là. Et on le donnait en fait à l'empereur en Chine. Et ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'effectivement, il y a également un rôle, il joue un rôle en fait sur notre glycémie. Il a également un rôle puissant sur le rééquilibrage de notre microbiote. Et c'est probablement ça qui lui donnerait en partie ses propriétés. On l'indique pour réduire le stress, mieux dormir, entre autres. Et on le consomme comment celui-là? C'est ce que Toujours j'allais en dire. complément ou on peut l'intégrer à une recette? Alors, c'est là la complexité ou la subtilité des champignons médicinaux, c'est qu'il y a des champignons comestibles qu'on va pouvoir ingérer tels quels, cuisinés, qui sont médicinaux, mais le reishi n'en fait pas partie parce qu'en fait, il a une cuticule, c'est-à-dire cette coquille qui est dure. Et en fait, quand on va essayer de le broyer, il va faire une sorte de ouate, un peu comme du coton. Donc en fait, si vous cherchez à faire une omelette avec... donc c'est en complément? Oui, absolument. Alors, passons au shiitake. Alors le shiitake, justement, fait partie de ces champignons qui sont comestibles et qui sont même extraordinaires en termes de gustatifs et qui ont des propriétés santé. Et là, effectivement, on a eu des études assez poussées sur l'usage complémentaire de principes actifs contenus dans le shiitake en parallèle des traitements chimiothérapie, radiothérapie pour lutter contre le cancer. Et ce qu'on sait, c'est que c'est un champignon qui stimule notre immunité. Depuis quelques années, on voit apparaître partout sur les réseaux sociaux et aussi dans la vraie vie des cafés adaptogènes à base de champignons. J'en ai bu ce matin pour goûter et le goût, il est quand même bizarre, on est d'accord? On nous promet une énergie plus stable, moins de stress et de nervosité ou encore une meilleure concentration. Ces cafés adaptogènes, souvent enrichis en reishi, sont devenus très populaires et il y en a partout dans les coffee shops. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'ils disent vrai? Alors moi, je pense déjà qu'il y a une partie de l'effet qui est liée déjà à la diminution de la dose de caféine qu'on va boire. Parce que c'est des boissons qui souvent sont 2 à 3 fois moins concentrées en caféine. Et autre point sur lequel moi je mets en garde vis-à-vis de ces boissons-là, c'est qu'il y a souvent un champignon qu'on appelle le chaga dedans. Et le chaga, en fait, c'est un champignon qui est aujourd'hui récolté de manière sauvage. Et donc, en fait, il est encore pas cher et bon marché. On peut l'utiliser comme on veut. Mais demain, on n'est pas sûr d'en avoir. Et donc, vaut mieux se méfier. Et autre point, le chaga, en fait, est très riche en oxalate. La consommation régulière peut surcharger les reins en oxalate. C'est quoi les oxalates? Oui, c'est ce que... Mais décidément... Alors, et toi et moi. Non, mais c'est dingue quand même. Alors, les oxalates, en fait, sont des toxines végétales et les végétaux n'ayant pas de jambes, ils ne peuvent pas courir. Et donc, pour se protéger des herbivores, eh bien, en fait, ils sécrètent tout un tas de composés toxiques, de toxines. Eux aussi n'ont pas envie d'être cueillis et tués. Absolument. Et donc, les oxalates, en fait, ça fait des petits cristaux qui sont très coupants et qui peuvent venir comme ça endommager les tissus, notamment au niveau des reins, parce qu'ils sont filtrés par les reins. Guillaume Lopez, dans votre livre, on apprend que l'un des moyens efficaces pour tirer le plus d'avantages de ces champignons, eh bien, c'est la congélation. Et vous proposez d'en faire des glaçons. Absolument. Ah, génial. Alors ça, c'est une astuce qui me vient du Japon, parce que j'ai vécu au Japon et j'ai eu l'occasion de discuter avec des chercheurs qui travaillent sur le sujet là-bas. Et en fait, l'avantage de la congélation, c'est qu'en fait, déjà pour préparer ces glaçons, on va faire un bouillon, donc on va faire cuire ces champignons, ce qui va ramollir la fibre, la chitine, qui est la paroi cellulaire du champignon. Et puis ensuite, on va les mixer, donc ce qui va encore plus éclater les cellules. Et puis la congélation participe encore une fois à faire éclater les cellules, ce qui va libérer le contenu cellulaire. Et c'est dans ce contenu cellulaire qu'on va avoir tous les principes actifs et donc bénéficier pleinement des propriétés des champignons. Et l'autre avantage, c'est qu'un glaçon, c'est déjà une dose et que c'est facile à utiliser. On peut mettre ça dans les soupes, on peut mettre ça voilà, dans le café éventuellement. Alors les champignons, en fait, ils sont ambivalents quand même parce qu'ils peuvent soigner, mais ils peuvent aussi nous empoisonner. On va faire le point avec Stan. Ouais, alors on va jouer à un jeu qui s'appelle Qui est le roi de la cueillette aux champis? Le principe est simple. Tour à tour, je vais vous montrer une espèce de champignon qui est soit adaptogène, soit vénéneuse, ok? Rien qu'à sa tronche, vous devez me dire je le mange ou je le jette. Si vous plantez, vous pouvez mourir, vous êtes surtout éliminé. On va voir qui reste en vie, qui reste dans le jeu. Évidemment, vous ne participez pas, Guillaume, sinon c'est trop facile. C'est parti. Agathe, le premier champignon, il est pour vous. Regardez-le. On appelle ça l'amanite
phalloïde. Bah non, Phalloïde pour enfin, la forme. Tous les gens voilà. qui ont lu les Schtroumpfs savent qu'il ne faut pas manger d'amanite phalloïde. On meurt sur le coup. Alors, bonne réponse? Et effectivement, mortel, la manif. Mortel, incroyable. Oui, il Ah faut ouais. se méfier des apparences parce qu'il a l'air sympa comme ça. Non, il n'a pas l'air sympa. Et d'habitude, il est rouge avec des points blancs. Oui, c'est vrai, il y a aussi celui-là. Ouais. Alors ça, c'est l'amanite tumouche. Ah, tumouche, oui, c'est Et ça. l'amanite tumouche n'est pas mortelle, mais Ah bon par contre, elle est neurotoxique, elle crée des hallucinations. Voilà, et vous avez été sauvé par votre immense culture, Agathe. Ouais, C'est le champignon le plus mortel de la planète. Deuxième champignon, pour vous, Ali, la pleurote jaune. Il est pétant, il est jaune fluo. Mais est-ce qu'on le mange, ce champignon? Ou on le jette? Vous le mangez, vous le jetez? Pleurote, Oui, Ali, non. avec Oui, de oui, l'ail et oui, du les persil. pleurotes, oui, bien sûr. Oui, La pleurote jaune. évidemment. Eh ben oui, évidemment. Malgré sa couleur qui pourrait faire peur, il est comestible, il est même très intéressant sur le plan nutritionnel, on est d'accord? Absolument, c'est un champignon fantastique et un peu oublié même. Et qui soutient l'immunité, dit-on. Entre autres. Ouais, d'accord, ok. Un peu, je sais pas. Ouais, voilà, il y a débat dans la communauté scientifique. Troisième champignon pour Elsa. Cette appétissante morille qu'on appelle le gyromitre. Alors, omelette ou Samu, Bah non, moi Elsa? je dis non, je dis Samu, je dis tout de suite. Neurotoxique, neurotoxique. Neurotoxique? Vous l'avez vu dans les Schtroumpfs? Non, c'est parce que ça doit être ma culture, mais parce que je sais qu'elle est dangereuse, parce qu'elle ressemble à une morille. Donc les gens l'accueillent et en fait, ça donne des maladies. Moi, Eh ben, c'est juste un sentiment, des neurodégénératif. instincts. Ok, eh ben, suivez votre instinct. Bonne réponse, en effet. Le gyromitre est toxique. Est-ce qu'on peut faire juste une petite parenthèse, qu'on a évoqué la morille? Oui. Est-ce que c'est vrai que si on la mange crue, elle peut être extrêmement dangereuse? Absolument. Dans la morille, en fait, il y a des molécules toxiques qu'on appelle des hémolysines qui vont détruire les globules rouges. Et donc, on peut vraiment se retrouver à l'hôpital, aux urgences, si on consomme des Et morilles. la morille déshydratée aussi, non, j'en parle parce que c'est Bien sûr. extrêmement Bien consommé et les gens ne le savent pas. Et donc la morille déshydratée, et si on la réhydrate, après on peut la consommer comme ça ou il faut quand même la cuire? Ouais, il faut quand même la cuire. En fait, la déshydratation, c'est une forme de cuisson légère, donc ça va déjà participer à réduire ces hémolysines, mais il faut quand même derrière la faire cuire. Ouais, et généralement quand même 1 minute bouillir, c'est bien quoi. Plus qu'une minute. Pour la morille, D'accord. il faudrait aller jusqu'à 15 à 30 minutes. Ah oui. Ouais, absolument. Bah, vous voyez, c'est quand même des trucs qu'on ne sait pas, or c'est ultra consommé. Hein. Bah oui. Et ça aussi, elle l'a lu dans les Schtroumpfs. Allez, tout le monde est en vie pour l'instant, il ne reste plus que Marie pour le jeu. Attention, nouveau champignon à l'écran. On le regarde, on le découvre, on l'apprécie. L'agaric Oui, il est jaunissant. bizarre, lui. Alors, qu'est-ce qu'on en fait, ça? On le mange, on le jette, est-ce qu'on le met dans sa recette de poulet à la crème? Il me donne pas envie. Ça donne pas envie? Puis, Vous surtout jetez? pas avec du poulet en plus. donc, Ah oui, c'est vrai, en plus, accessoirement. Eh bien, Marie, sachez que si vous aviez mangé ce poulet à la crème, à l'agaric jaunissant, eh ben, vous seriez vite allé l'évacuer. En effet, vous avez bien fait de ne pas le manger, on est d'accord? Absolument. Voilà, parce que ça peut provoquer un syndrome gastro-intestinal sévère avec des diarrhées, des douleurs abdominales. Bref, Oui, non, mais tout le monde est en vie. Et la bonne morale de cette histoire, c'est que vous êtes bon. Je me retourne vers vous, Guillaume. Pour tous les amateurs de cueillette aux champignons qui n'ont pas envie de finir à l'hôpital, comment on distingue le bon et le mauvais champignon? Est-ce que vous avez des conseils cueillette? Alors malheureusement, j'ai pas de conseil universel. La seule manière de savoir si un champignon est comestible ou pas, c'est de les connaître. Et donc il faut pratiquer un petit peu en mycologie. Après, on a des familles qui sont plus ou moins dangereuses, et ça, déjà, ça permet de se guider quand on connaît un peu. Mais encore une fois, c'est la connaissance qui prime. Et méfiez-vous des applications d'intelligence artificielle, parce que souvent, elles vont identifier un champignon comme étant comestible, alors que ça pourrait être un toxique. Donc on les emmène toujours chez le pharmacien. Les gens ne le savent pas forcément, C'est mais vrai c'est vrai. Ah, ok. Quand on cueille, mais je suis sérieuse, quand on cueille des champignons en forêt, avant de les consommer, on les montre au pharmacien qui a une connaissance des champignons comestibles ou pas, n'est-ce pas? Et on sait si on peut les manger. Ok, et on ne les met pas dans des sacs plastiques, je crois. Absolument. Alors là, c'est un autre phénomène, c'est quand on met dans un sac plastique, il va y avoir un effet de serre, ce qui va favoriser la prolifération des bactéries. Comme les champignons, c'est très humide en fait, les bactéries se développent dessus potentiellement très rapidement dans un sac plastique. Et donc, ce sont cette fois-ci les bactéries qui peuvent être cause d'intoxication. Alors, on l'a compris, un champignon mal identifié peut tuer et un champignon bien identifié peut soigner. Mais il existe une troisième catégorie, Sylvie, les espèces hallucinogènes, comme la psilocybe, qui pourrait servir pour lutter contre la dépression. Alors, on parle de la psilocybe ou de la psilocybine. Alors, avant de vous répondre, je vous dis que son usage est illégal pour l'instant en France. Comme ça, les choses sont claires. Donc, ça suscite énormément d'intérêt scientifique. Pourquoi ? Parce que la psilocybine ou la psilocybe, elle va se fixer sur les récepteurs de la sérotonine. Et donc, forcément, elle va avoir un effet sur la dépression, sur l'anxiété. Donc, comme vous l'avez dit, et il y a des essais cliniques actuellement.
qui vise à essayer de comprendre si on pourrait utiliser ce champignon pour réduire les signes d'anxiété ou de dépression. Mais attention, ce sont des essais cliniques, donc on ne consomme pas ce champignon soi-même parce qu'on est déprimé ou anxieux, d'autant que je pense que Guillaume confirmera cette affirmation, mais ces champignons-là n'ont pas du tout le même effet d'un sujet à l'autre. Il y a des interactions très fortes en fonction de l'organisme de chacun, donc on ne s'amuse absolument pas à tester des champignons qui sont encore à l'étude vraiment d'un point de vue scientifique, clinique, et on ne s'amuse pas non plus avec les doses. Donc on est extrêmement précautionneux. Un beau jour, on aura peut-être des médicaments à base de psilocybine, mais ce n'est pas le cas pour l'instant. Absolument. Merci beaucoup Guillaume Lopez, vous êtes donc mycologue, on peut vous retrouver sur vos réseaux sociaux et si l'on veut se faire du bien grâce au pouvoir magique des champignons, on peut lire votre livre Le génie méconnu et discret des champignons, c'est aux éditions Ulmer. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci à vous tous de nous avoir suivis ce matin dans Bel et Bien Ali. On vous retrouve sur France Inter, bien sûr, tous les jours de la semaine. Parce que vous nous manquez, évidemment, vos conseils nous manquent. C'est à 10h dans Grand Bien vous fasse, tous les jours. Et vous, Agathe, on vous retrouve évidemment dans Bel et Bien ensemble du lundi au vendredi à 10h-5 sur France 2. Ouais, moi je reste au Bercail. D'ailleurs, en parlant de Bercail, ce sera toujours le même Bercail samedi prochain à 9h30 pour un nouveau numéro avec les mêmes personnes. Je sais pas, peut-être que les viandards, on va peut-être les virer. Passez un bon week-end, prenez soin de vous, à samedi prochain. Bye.